Transition écologique, dictature verte ou technocratie éclairée dans 20minutes.fr du 7 février 2020. Parce que les défis environnementaux sont de l'ordre de l'urgence, certains prétendent qu'il ne faut pas attendre des peuples qu'ils soient conscients de ces enjeux et de leur urgence. Et c'est même certain de conclure que seul un régime autoritaire est à mettre en œuvre la transition écologique. La question posée semble d'autant plus légitime que les démocraties de marché sont désavouées par celles et ceux qui la subissent. Or, il se trouve qu'il existe un exemple contemporain qui répond à cette question. Le régime autoritaire chinois, qui n'a pas su interrompre l'accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, qui enregistre tous les ans 1,6 million de morts à cause de la pollution de l'air, qui semble impuissant face aux 20% des eaux qui sont impropres à la consommation, etc., etc. Pourquoi ces échecs ? Parce que le pouvoir centralisé de Pékin ne peut s'appuyer sur les citoyens organisés et conscients ayant autoritairement empêché toute possibilité pour ces citoyens de s'organiser. Il s'agit dès lors de penser une démocratie qui s'affranchit du marché comme lieu de tous les possibles parce que la puissance citoyenne est toujours supérieure au pouvoir institué quand il s'agit d'imaginer une communauté de destin. En 2018, les émissions de CO2 ont battu un record. En 2019, le record est égalé dans globalclimat.com du 13 février 2020. Pour l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, les émissions de dioxyde de carbone en 2019 ont stagné, restant au même niveau qu'en 2018. Plusieurs explications sont avancées. D'abord, une baisse des émissions liées à la production d'électricité dans les économies avancées grâce au rôle croissant des sources renouvelables, principalement l'éolien et le solaire. Au passage du combustible du charbon au gaz naturel, notamment aux États-Unis, et à l'augmentation de la production d'énergie nucléaire. Il y eut aussi une météo plus clémente dans plusieurs pays majeurs, ce qui représente quand même 150 millions de tonnes de CO2 en moins. Enfin, le ralentissement de la croissance économique dans certains marchés émergents a joué un rôle non négligeable. L'article rappelle que la stagnation des émissions liées à l'énergie n'empêche pas la concentration de CO2 dans l'atmosphère de poursuivre sa hausse pour atteindre un niveau record de 411 ppm en moyenne sur l'année 2019. Cette notion de concentration de CO2 est à distinguer des chiffres concernant les émissions de CO2. Les émissions représentent ce qui entre dans l'atmosphère en raison des activités humaines. La concentration indique ce qui reste dans l'atmosphère au terme des interactions entre l'air, la biosphère et les océans. On peut corréler la baisse des émissions avec le ralentissement de la croissance économique. Il nous faudra sans doute décroître bien plus pour que la concentration de CO2 diminue significativement. Une certaine odeur de gaz au Parlement européen dans Libération.fr du 12 février 2020. Les députés européens ont décidé ce 12 février de donner le feu vert à la 4e liste de projets d'intérêt commun. Intérêt commun, ces deux mots invitent bien sûr à accueillir favorablement le vote des députés. À y regarder de plus près, le projet comporte plusieurs dizaines de projets gaziers, pipelines ou terminaux portuaires d'importation de gaz liquéfié. Dès lors que ces projets sont considérés comme d'intérêt commun, ils peuvent bénéficier des financements publics européens, communautaires ou des prêts de la Banque européenne d'investissement. Rappelons que le gaz est une énergie fossile dont la NASA évalue sa contribution au réchauffement climatique à 1/3. Il faut également se rappeler que la Banque européenne d'investissement, dans sa mue pour devenir la Banque du climat, a annoncé en novembre cesser de financer des projets fossiles à partir de fin 2021. Les industriels vont se ruer au guichet avant cette échéance et vont ainsi contribuer durablement au réchauffement. Pendant que le virus chinois glace l'Europe, l'Antarctique surchauffe dans la presse.ca du 7 février 2020. 18,3 degrés enregistrés par la station scientifique Esperanza. Le record de mars 2015, qui était de 17,5 degrés, est largement battu. Les 2 calottes glaciaires de la planète, en Antarctique et au Groenland, ont déjà perdu en moyenne 430 milliards de tonnes par an depuis 2006, faisant monter le niveau des océans. En Antarctique, les scientifiques observent notamment le glacier de Thwaites, de la taille de la Grande-Bretagne. Son effondrement pourrait élever le niveau de la mer de 65 cm. À lui seul, le glacier est responsable de 4% de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Le niveau des océans est inversement proportionnel à la capacité des gouvernements à stopper le processus. Ce siècle promet d'être agité pour la France et l'Europe dans franceinter.fr du 10 février 2020. 6 cartes publiées par l'Agence européenne de l'environnement expliquent les conséquences du réchauffement climatique pour l'Europe au long du XXIe siècle. Observons quelques-unes de ces cartes pour nous faire une idée. Les cartes vont par paire. À gauche, le scénario selon une augmentation en deçà de 2 degrés. À droite, le scénario selon une augmentation à plus de 2 degrés. Ici, la carte qui scénarise les sécheresses qui seront de plus en plus fréquentes. Seule l'Europe du Nord est épargnée.
le sud-ouest de la France est particulièrement touché dans le cas du scénario le pire. Des feux de forêt de plus en plus nombreux. Plus c'est rouge, plus la probabilité de feu est importante. La montée des océans. Le rouge foncé indique une montée des océans située entre 60 cm et 1 mètre. Passons maintenant au risque d'inondation. En rouge foncé, le facteur multiplicateur de fréquence des inondations est supérieur à 500. Le risque de tourmente augmente en Europe et en France. C'est les tourmenteurs, c'est les tourmes du sort des tourmentés. La connerie de la semaine pour finir. À très vite.